Bien le bonjour à vous tous, merci de nous retrouver, très heureuse en tout cas d'être là parmi vous et vous accompagner jusqu'à 9h30. Nous sommes donc le jeudi 11 avril, nous aurons le plaisir d'être accompagnés avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie et bien entendu des invités, des thématiques qu'on aura choisies pour vous ce matin. Alors la rubrique habituelle du jeudi matin qu'on aime beaucoup et qu'on adore et qu'on retrouve avec grand plaisir, c'est celle de Aïda Mechri. Dans la psychologie aujourd'hui, elle aura à traiter des préparatifs, donc des examens et de la gestion du stress. On va gérer notre stress avec elle ce matin. Et puis on aura également Rahim Abdelaziz qui reviendra avec un beau reportage, un documentaire que vous aurez l'occasion de suivre ce soir dans son émission Vestiges et Patrimoine. Il fera un gros plan sur la région de Tindouf et surtout une zone humide qui nous fera découvrir dans cette région, en tout cas très éloignée. Eh bien, nous aurons également à parler aussi de la femme active. Elle nous vient de Tizi Ouzou. C'est une femme active puisqu'elle représente cette association. Eh bien, elle nous parlera de la femme dans le domaine de l'agriculture et surtout leurs engagements donc, dans la vie sociale et active. On terminera l'émission avec le sport. Hier, nous avons parlé du tir sportif. Aujourd'hui, ça sera donc le judo et surtout les arts martiaux. Bien sûr, ils viennent de rentrer d'une compétition, ils nous en parleront et surtout, on aura le plaisir d'avoir des champions sur notre plateau. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie. Et puis, sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de Mina Abed pour la météo. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Elle est là parmi nous. Bonjour Mina. Bonjour. Ça va? Ça va. Très bien. En forme? Ça va. Vous avez pris votre premier, deuxième café, troisième, cinquième? Non, pas à ce point, mais non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Ça viendra. Ça va venir. On se prépare. Dans quelques minutes. Exactement. Donc, on va parler des températures et surtout de ces pluies qui nous font perturbe des surprises. Oui. Des petites surprises parce qu'on ne s'attend pas finalement. Et puis, il pleut. Il y a des pluies fines, très fines. Très fines, oui. On vous écoute. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Et très bon réveil. Eh bien, aujourd'hui, le ciel restera toujours nuageux sur l'ensemble des régions nord avec des pluies éparses. À l'ouest, au centre, à l'est du pays, on notera également des vents plutôt forts, entre 40 et 50 km/h sur les côtes de l'ouest. Sur la partie sud, eh bien, le ciel restera voilé en journée, notamment sur la Saoura, le Nord Sahara, les oasis. À partir de ce soir, on notera le retour des pluies, notamment du côté de Béchar, et puis un ciel dégagé vers l'extrême sud, le Hogar et le Tassili. Les températures de cette matinée, eh bien, il fait un petit peu frais. On note un taux d'humidité qui dépasse les 60% sur l'ensemble des régions côtières. Et puis, pour les températures, on notera 7 degrés à Alger, 9 degrés du côté de Annaba, 11 degrés à Oran, 10 degrés à Tlemcen, 11 également à Béchar, 15 degrés à Tindouf, 18 à Adrar, 16 à Ain Salah. Et enfin 20 degrés pour l'extrême sud. Les températures de cet après-midi, eh bien, elles restent de saison avec 18 degrés à Alger, 20 degrés à Oran, Tlemcen, on notera 17 degrés à Annaba, 13 degrés à Batna, 26 à Gardaya, 25 degrés à Béchar, 32 degrés à Tindouf, 33 à Darar, Ain Salah et enfin 38 degrés à Borj Beti Moukhtar et Ain Gazzam. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h et 18 minutes. Les nouvelles du ciel restent disponibles sur le site de Météo Algérie. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Merci beaucoup Mina, Merci bonne journée à vous. Et puis bon, comme le mois d'avril c'est le mois des anniversaires, c'est incroyable, c'est toute une semaine. À qui on va souhaiter un bon anniversaire aujourd'hui? À Sissi. Ah Sissi, notre caméra woman, on lui souhaite bon anniversaire. Allez, on chante en chœur. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Sissi, qu'on aime bien. On lui souhaite en tout cas une très bonne santé. Et puis à tous ceux qui sont nés le 11, bien entendu, bon anniversaire aussi à ma belle-sœur, Ratiba, qu'on embrasse. Et bien sûr tous ceux qui sont nés au mois d'avril. On en profite, allez. On en profite. Allez, Allez, on bon va anniversaire se faire un à petit tous. cadeau tous, à tout le monde. Voilà, on va continuer l'émission. On vous dit bonne journée. Bonne Mina, journée. votre café, vous allez le prendre juste après. Tout de suite. Bon café. Merci. Et à tout à l'heure. Bon week-end aussi. On se retrouvera la semaine prochaine. On va apprécier une belle chanson. C'est le groupe Bubble West. Et on se retrouve juste après.
Voilà, c'était une belle chanson. J'espère que vous aussi, vous l'avez appréciée. Et j'espère qu'on aura bientôt des nouvelles de ce groupe, le groupe Babel West. Nous avions présenté, bien sûr, ce clip et surtout le groupe. Un des membres était venu sur notre plateau. Eh bien, on les salue d'ici bas et puis on leur souhaite en tout cas bonne chance en espérant les recevoir bientôt. Voilà, nous allons parler psychologie tout de suite avec Aïda Mchri. Bonjour, Bonjour Aïda. Amel. Comment ça va? Très bien, alhamdoulilah. On gère notre stress. On le aujourd'hui. gère. On gère. Donc, on va parler Ça de se passe très stress, bien. on va parler de gestion du stress Oui. au niveau des examens, des Oui, préparatifs, oui, donc oui. des examens. Ça y est, c'est le dernier trimestre. Oui. Il faut pouvoir gérer donc cette dernière étape Tout à fait. pour Tout tous ces enfants qui passent donc en classe d'examen, surtout qui sont en classe d'examen. C'est à très fait. important. Un tournant important, Décisif. un moment précieux. Oui. Décisif, oui, parce que tout le monde s'accroche à la réussite. C'est important de garder les mêmes places si ce sont les meilleures, mais aussi d'améliorer et d'avancer. Voilà. Moi, il me semble que voilà une thématique qui s'impose aussi parce que on a beaucoup appris, on a beaucoup travaillé sur les préparations, les objectifs, comment vraiment travailler ça. les fiches de révision, comment vraiment accompagner les notes de l'examen. Et je crois que là, si on s'installe juste un tout petit peu avant ces examens de fin d'année, il faut quand même qu'on travaille un tout petit peu cette psychologie ou cet état de stress dans lequel tous on se met comme ça, d'emblée dans une situation d'anxiété, là où on ne comprend pas trop ce qui se passe. Exactement. Mais vous disiez toujours, il faut donc que ça soit un stress bonifié. Oui. C'est-à-dire que le stress va toujours apporter un plus. Ouais. Ça va encourager à mieux travailler. Moi, je dirais... C'est une locomotive, quelque oui, part. Oui, mais voilà. Moi, je dirais que probablement dans la définition elle-même, on a tellement étiqueté le stress comme mauvaise chose, comme Négative, chose négative. quelque chose qui va nous bousculer, c'est visible. Souvent, c'est accompagné par des symptômes physiques, donc il y a des sueurs, il y a une mauvaise respiration, il y a une C'est ça. inquiétude, un isolement Vomissement peut-être. des fois le Tout matin. à fait, Oui. maux de tête aussi, vertige. Oui. Il y a beaucoup de symptômes comme ça dans le corps qui nous disent, qui nous informent quand même qu'il y a quelque chose ou un événement particulier dans lequel la personne qui va l'affronter va vivre un moment difficile. Mais on n'a jamais abordé le bon stress. On n'a jamais dit que sans ce stimulus, sans cette batterie vrai. d'énergie, C'est vrai. c'est compliqué pour la personne de se ramasser, de focaliser son énergie pour travailler. Ça diminue un tout petit peu la fatigue, ça accélère et ça donne le punch, de l'énergie pour pouvoir vraiment sauter et affronter l'événement. S'il s'agit d'examen, ben c'est ça. S'il s'agit d'émission, c'est affronter aussi ça. Mais s'il s'agit d'un danger particulier, parce qu'en fin de compte, si on réagit, c'est de la même manière, sauf que le facteur et ce que représente pour nous déclenche un tout petit peu ces phénomènes à l'intérieur. C'est ça. Ça veut dire au boulot, on va dire, on va passer face à un responsable, on va présenter peut-être quelque chose comme ça, un document, on va gérer équipe. Il y a quelque chose quand même qui s'installe par rapport à notre fonctionnement, qui est dans notre manière de présenter. On a peur d'échouer, on a peur de donner une mauvaise image, C'est ça. on a peur peut-être de ne pas réussir, on a peur peut-être de ne pas satisfaire les parents s'il s'agit d'enfants. C'est clair. Et voilà. Et bien sûr, à l'école, c'est différent parce qu'il y a une concurrence aussi. Quelquefois, une concurrence s'installe au sein donc de ses camarades et ils veulent absolument avoir la meilleure note, être les mieux classés, etc. Et là, c'est plus compliqué aussi. Moi, il me semble, jusque-là, là où il y a la rivalité, il y a eu le désir, il y a eu la motivation, tout ça, c'est bon. On va dire, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir La réussir. rivalité exagérée, on en parlera probablement la semaine prochaine. Bah. C'est une jalousie et rivalité peut-être excessive par rapport ça à marche, certains... une thématique à Voilà. part entière. Là, C'est on ça. va vraiment aborder un peu les gens qui fonctionnent de cette manière. Mais je dirais, si on a ces ingrédients-là avec modération, on a un tout petit peu ce cocktail qui va me permettre de travailler, de réviser, d'avancer, le problème ne se pose pas. Le problème se pose là où? C'est quand on n'a plus le contrôle sur notre corps, on n'a plus la maîtrise de cet état d'anxiété. Parce que C'est premier le pas, corps qui s'exprime finalement. voilà, il prend le dessus et on n'a plus ça le contrôle perturbe. sur... Ça perturbe énormément, ça peut nous basculer dans l'autre rive de l'échec, ça peut nous inhiber pour ne Très pas nous souvent, permettre on a vu d'avancer. justement le syndrome de la feuille blanche, donc ne pas pouvoir écrire parce que la personne a été donc débordée et submergée par son stress. Moi, je crois qu'on parle pour ces gens.
On parle pour ces personnes qui ont bien réussi l'année, qui sont et qui sortent en excellents. pleurs après, Ben, en voilà. sortant de l'examen. Voilà. Qui ont toutes les capacités, ils sont intelligents, ils sont là motivés, ils travaillent merveilleusement bien, mais voilà que le jour J, ils ont quelque chose quand même qui les inhibe, qui les arrête, qui les bloque comme ça. Il y a un phénomène quand même qui se passe et on n'arrive pas à l'affronter. Si on commence à travailler ces étapes, ce fonctionnement, cet état d'âme, je crois qu'il faut commencer dès maintenant. Parce que tout simplement, il s'agit d'abord d'identifier Oui. et de se rapprocher un tout petit peu de ce stress pour pouvoir le comprendre. C'est ça. Alors, quelquefois, le stress va même carrément avant l'examen, va perturber l'élève. Ouais. Quelquefois, c'est-à-dire que l'élève ne saura pas comment réviser, il va être brouillon dans sa façon de réviser, et c'est ça qui va impacter ensuite le résultat. Alors pour moi, c'est important de leur expliquer, probablement de les accompagner pour qu'ils puissent lire dans leur corps et dans leur fonctionnement ce qui se passe exactement. Ne pas être stressé, c'est aussi un symptôme. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui va passer un examen, qui a quand s'inquiète même- pas. Ah non, il est indifférent, il continue à vivre le plus normal possible. Ça aussi, c'est un peu inquiétant. Sauf si il a la maîtrise de tout, qu'il a une grande expérience, qu'il a acquis dans la vie, quelque chose qui lui permet quand même de sauter plus haut et de gagner plus d'énergie. Mais c'est un apprentissage. Moi, je dirais accompagner les adolescents, les enfants aussi, les jeunes, pour qu'ils puissent vraiment lire quelque chose qui est dans le symptôme lui-même. Ces vertiges, ces maux de tête, cette sueur, ce battement de cœur qui s'accélère, ces transpirations, c'est quelque chose, il y a des enfants qui transpirent par la Qui ne main. mangent pas, Ben oui. qui ne dorment pas. Tout Oui. à fait. Je dirais un peu plus qu'ils ont un problème digestif. Ils ne digèrent pas la nourriture. Ils ont quelque chose quand même qui s'installe avec le sommeil. Il y a quelque chose qui devient visible. Dès que le facteur ou l'événement passe, ils retrouvent l'équilibre le plus normal. Voilà. Donc c'est important aussi de les accompagner pour qu'ils puissent faire face à cette étape. Il y a la deuxième partie émotionnelle. Quelque chose qui concerne un tout petit peu cette anxiété pessimiste. Ils ont des idées négatives. Ils sont dans quelque chose qui est dans je ne sais pas, je ne peux pas, quelque chose qui les Je vais rater mon examen, je suis sûre, je ne vais pas bien travailler, etc. Voilà. C'est dans cette optique très négatif. D'autres, probablement dans le comportement. Une petite cigarette en cachette des parents, de l'alcool, de cannabis chez les adolescents rebelles un tout petit peu, on va dire. Mais voilà, la consommation de sucre, la consommation de café. Aussi. Il y a quelque chose aussi dans le comportement, il y a quelque chose qui change aussi. Ils sont en train d'éviter les endroits. Ils préfèrent jouer, se dépenser dans quelque chose qui va leur donner un peu plus de plaisir que de s'installer face à quelque chose qui les dérange, qui les stimule, qui les mette face à leurs échecs. Ou alors dire oh j'ai encore le temps, j'ai le temps de réviser, Une manière je vais encore d'éviter. voir, voilà. Une manière d'éviter, moi je dirais, si je m'arrête juste pour voir le fonctionnement de l'enfant, les parents aussi, parce que souvent ça se partage, je te transmets un peu d'anxiété, mais aussi je reçois de ta manière d'apporter et de prendre le défi, hein. Il suffit juste que tu me regardes à travers, que voilà, je sais que j'ai failli quelque part, que c'est pas comme ça qu'il faut le réaliser, Et tout ça. Quelquefois, c'est les parents qui stressent beaucoup plus que les enfants et ça devient même inquiétant. Alors, on va voir ensemble un reportage puisque notre journaliste Leïla Benhaïcha s'est penchée sur le sujet et donc a suivi des ateliers qui ont été préparés spécialement pour les examens de 3e cycle scolaire, la gestion du stress. On y va, on regarde, on se retrouve juste après. À peine le 3e trimestre entamé, une forte pression et un stress sont déclenchés aussi bien chez les élèves que chez leurs parents. C'est pourquoi Advanced Office et WISEM établissements proposent ces ateliers où sont élaborées des solutions pratiques. Cet événement, son concept est d'assister les parents et les élèves à gérer le stress. Les psychologues ont essayé d'assister ces élèves en ces ateliers. Dans cet atelier, enfants et parents s'expriment sur la difficulté de gérer leur stress durant la période des examens. Ensemble, ils participent à des exercices leur permettant de dépasser leurs peurs et limites et améliorer leur concentration. M'apprendre comment gérer mon stress et aussi comment organiser mon temps parce que je suis la fille qui ne sait pas du tout s'organiser. Donc je respecte jamais mes emplois du temps. Quand je fais un programme, je le respecte jamais. Donc je suis venue là en espérant apprendre à gérer mon temps et mon stress aussi. Je me sens stressée, alors je demande à mes parents des conseils pour pas être stressée pendant les examens. Aujourd'hui, alhamdoulilah, ils nous ont montré
des façons de faire afin d'essayer d'évacuer le stress. Il nous montre comment évacuer le stress des enfants. La communication aussi avec l'enfant. La communication avec l'enfant, c'est une chose qui est très importante. Pour les spécialistes de la question, la solution réside en un nombre d'exercices destinés aux parents et leurs enfants afin de redonner à l'enfant confiance en lui-même. On propose aux parents des techniques simples et faciles pour bien se préparer pour ces examens avec les enfants. C'est des techniques de communication pour mieux vivre la relation familiale, la relation parent-enfant, ainsi que des techniques de relaxation, de respiration abdominale, des techniques de mémorisation, de concentration. Et aussi ces techniques vont accompagner cet enfant et ses parents à long terme. L'importance de cette initiative pour l'enfant a fait que les organisateurs ont envisagé à la généraliser sur plusieurs régions du pays. Voilà, on a pu voir un peu comment est-ce que ce stress pouvait être géré et surtout comment est-ce que les professionnels donc s'apprêtent à expliquer aux parents et gérer bien sûr le stress des enfants et des parents. Parce que les parents aussi sont dans une situation aussi plus inquiétante que les enfants. Hein. Oui, mais ça va de soi. Oui, c'est très important. Vous êtes aussi bien, donc parents que psychologues, puisque vous avez aussi des enfants qui passent des examens. Donc vous vous inquiétez, vous passez les examens avec eux, pareillement. Sauf que probablement ce métier m'a appris à gérer quelques émotions comme ça. Et c'est ça qui donne un peu la force par rapport à d'autres mamans qui sont là livrées à elles-mêmes. Oui. Mais je dirais quand même c'est des épreuves de vie, c'est des moments extrêmement sensibles, difficiles à gérer. Il faut vraiment croire à ces forces de l'intérieur et vraiment faire un travail sur soi. Non, ça, c'est très important. Ce qui est marrant, c'est que quelquefois, les parents connaissent le programme mieux que les enfants. Ils connaissent les cours, les programmes, tout, mieux que les enfants. Ouais. Moi, il me semble que connaître, il n'y a pas de souci chez les parents. Mais à quel point on ne va pas piétiner sur l'espace de l'enfant. Il faut qu'il vole avec ses propres ailes. Si je suis là juste pour guider de loin et pour que je puisse l'accompagner, lui permettre de bien respirer. Je m'inspire un tout petit peu de ce qui a été dit. Le premier pas, c'est de lui permettre de souffler, de garder ce rythme, de canaliser son énergie. C'est un apprentissage. Mais maintenant, attention, c'est comme ça, ce n'est pas comme ça, tu as fait, tu as failli, il faut faire, tout ça. Ça ne fera que augmenter, le mettre dans des situations de défi qui sont des situations de vie. C'est pas, voilà, c'est des situations de défi. C'est-à-dire que l'enfant va gérer donc sa situation en fonction des réprimandes peut-être des parents. Oui. Et aujourd'hui, si on invite ses parents pour juste s'installer un tout petit peu, on ne va pas revenir sur tout ce qui est garder le même rythme, ne pas imposer des activités en plus parce que ça va le perturber, ne pas lui donner quelque chose qui va bouffer, prendre l'énergie, comme des jeux de tablettes, les réseaux, tout ça. On n'est pas contre, quelque chose, il peut les investir, mais pendant ce cycle et ce travail, il faut canaliser un tout petit peu l'énergie, il faut revenir à comment vraiment trouver un bon programme pour pouvoir juste stimuler un tout petit peu, mais pas casser. Alors les professionnels recommandent justement la communication avec les enfants. Comment communiquer avec ses enfants dans la simplicité? Moi je ne sais pas, regarde Amel, tout ce qui est histoire de l'enfant, moi je le dirais avec cœur. Est-ce qu'on communique avec les enfants? Il y a quelque chose qui passe avant la parole, il y a quelque chose qui est dans le sentiment, il y a quelque chose qui est dans la transmission, geste, dans l'amour, Voilà, mais vous savez, une mère qui ne peut pas palper, vivre le vécu de son fils, de sa fille, moi je m'inquiète un tout petit peu, parce qu'il y a quelque chose, c'est vrai qu'ils nous cachent beaucoup de choses, c'est vrai qu'ils ont leur manière de vivre, mais on ne peut pas ne pas le connaître. Il y a quelque chose quand même dans leur vécu, on peut comprendre s'ils passent par des moments difficiles, si c'est gérable pour lui, si c'est sa nature de faire. Moi aujourd'hui j'invite les mamans juste pour pouvoir les voir, se voir, recadrer les choses dans quelque chose qui s'appelle, c'est les b.a.-ba de ce métier, c'est la nourriture équilibrée. Il faut éviter tout ce qui est sucrerie maintenant, quelque chose qui va leur donner plus d'énergie pour ne pas se ressourcer. Tout ce qui est sucrerie comme ça brûle et ça ne va pas les nourrir. Il faut vraiment cadrer quelque chose comme ça. Il faut canaliser leur sommeil. Ça ne sert absolument à rien de travailler les nuits blanches et de prendre un peu plus de caféine et de donner un peu plus là où le lendemain on n'a plus la capacité de suivre. Il faut canaliser un tout petit peu toute cette
activité physique pour pouvoir souffler. Étudier, ça ne veut pas dire, oui, les 24 heures, c'est les 24 heures, c'est un défi sur les 18 sur 18. Il y a quelque chose quand même, c'est important de pouvoir canaliser quelque chose qui est de l'ordre de je respire, je sors, je fais un tour, je découvre et puis je reprends. C'est important aussi d'avoir cet aller-retour pour pouvoir vraiment s'installer dans un cadre qui va lui permettre de souffler et de respirer. C'est comme la cocotte minute. Oui. Il y a soupape de secours. Une soupape. Voilà. Il faut juste suivre un rythme. Quand je sens que c'est la limite, ne pas forcer parce qu'on va le perdre. À ce moment-là, c'est la détresse, c'est la déprime, il y a quelque chose qui s'installe. Ça ne sert absolument à rien. Et ensuite, ça sera un manque de confiance en soi. Donc la personne, le jeune, va pouvoir donc aller vers autre chose plutôt que de se concentrer sur ses études, etc. Moi, je dirais, la meilleure formule aujourd'hui, c'est d'apprendre à nos enfants de mieux respirer, de mieux se nourrir, d'avoir confiance en eux, de les balancer comme ça avec des phrases qui sont clés à partir d'aujourd'hui. Parce que c'est quand même une habitude, c'est comme un fonctionnement qui va s'habituer, enfin, il va s'installer. C'est un cerveau qui va... de choses très importantes tout à l'heure, vous avez parlé du temps. Ouais. Et le temps, c'est très important. Oui. Quand on a des examens, quand on est en classe d'examen, ce laps de temps est très important. Oui. Mais voilà, je dirais la meilleure formule. Il faut l'investir. Il faut l'investir. Il faut commencer à vivre réellement l'épreuve. L'épreuve ne se vit pas le jour même. Quelque chose qui est de l'ordre de cette feuille, écoutez, il faut s'installer, vivre l'émotion, vivre l'expérience et imaginer que ça va revenir de la même manière après. Les préparatifs, voilà. Ce que je peux faire, c'est probablement éviter les personnes qui vont disqualifier un tout petit peu le cadre. Ça ne sert absolument à rien, tout ça, je ne sais pas, je ne peux pas. Moi, il me semble qu'on va un tout petit peu éviter ces personnes qui sont là à disqualifier, à casser quelque chose. Il faut vraiment s'installer dans quelque chose, même si on ne réussit pas. Le but, c'est de pouvoir améliorer, d'avoir confiance. Il faut vraiment s'installer avec cette force, prendre cet élan et puis avoir la compétence vraiment de pouvoir vivre une réussite. Et puis, le plus important pour moi, je les reçois et probablement aujourd'hui, je fais un clin d'œil aussi à tous mes collègues qui travaillent à l'organe national de la protection promotion de l'enfance, à leur tête Madame la déléguée, qui veille à accueillir les signalements de ces enfants qui fuguent, qui sont là à arrêter le cursus scolaire pour pouvoir vraiment vivre autre chose, qui vont s'épanouir, ces enfants qui sont en train de se mettre en danger, de mettre l'autre en danger, parce que tout simplement, il y a quand même un tournant là où on ne veille pas à leur capacité, à leur épanouissement pour pouvoir vraiment les aider à affronter quelque chose qui est vraiment difficile pour eux. L'apprentissage est difficile. Ils délaissent les bancs d'école carrément et sans que leurs parents ne le sachent aussi quelquefois. Voilà. Quelquefois, ils sont vraiment, ils ne savent pas que les enfants ne vont pas en classe. C'est pour ça que probablement j'en profite maintenant pour appuyer un tout petit peu la nature de ces signalements pour qu'on puisse construire de l'autre côté, permettre à ces mamans et à ces papas de comprendre que c'est pas une bataille, que c'est pas une catastrophe, ne pas avoir une bonne note, catastrophe. Mais si on s'arrête juste face à ce mot, catastrophe, ce que ça veut dire ne plus vivre, ne plus respirer, ne pas se nourrir, que ça veut dire la fin du monde, la fin de la vie. Non, il faut canaliser, c'est un examen, il faut le refaire. Si on n'a pas des compétences, on apprend. Si on n'a pas réussi à affronter plus de notes, de réussite, ça se travaille, c'est quelque chose qui vient et puis les enfants, récupérable. Quand ils ont bien travaillé, normalement, ils partent armés. Donc le stress est déjà amoindri. Tout à fait. Mais bien sûr, les gens qui stressent de manière maladive, c'est ceux qui n'ont pas préparé, justement. Moi, je dirais même les gens qui stressent comme ça, avec une nature simple, qui n'ont pas trouvé la formule de réussir et de travailler ce stress pour le rendre très, très positif et le rendre à leur côté, ce sera quand même un stress très négatif qui va les coincer, qui va les gêner quelque part, et va les bousculer un tout petit peu. Invitons ces pères et ces mères probablement, à pouvoir juste s'installer pour voir de quel côté je vais travailler. Sur l'émotionnel, sur le physique, comme ça, pour s'exercer, sur les compétences de l'école, moi je dirais, même si on a un mental extra, même si on a des parents parfaits, même si on travaille vraiment et on n'a pas le bagage, on n'a pas la réponse à la question, ben ça ne sert absolument à rien qu'on puisse travailler la manière de faire sans travailler réellement le contenu lui-même. Donc il faut travailler sur plusieurs
volés, bien Très sûr. bien. Je dirais, voilà, on n'oublie pas le 1111 comme un numéro vert. Là, on peut signaler les enfants qui ont besoin d'aide, probablement, là où détresse, qui passent par un moment difficile, là où ces situations peuvent être très dangereuses pour leur vécu, leur carrière et leur droit à l'enseignement. Qui arrive quand même à les perturber. Oui. Alors, on va donner quelques lignes comme ça, directrice. Donc, comment gérer son stress quand il y a un examen rapide? Rapide, je dirais, voilà, il faut s'installer d'abord vers tout ce qui est matériel. On ne peut pas s'installer en oubliant l'invitation ou la convocation, excusez-moi, le stylo, quelque chose comme ça qui est de l'ordre matériel. On se prépare, on s'habille. Il y a quelque chose qui se prépare. On prépare tout la veille. On vérifie. Moi, je dirais bien avant. Regarde, Amel, chaque invitation, chaque sortie, ça, on veille à donner une bonne image. C'est quelque chose là où on travaille. Ce n'est pas rien du tout parce que ça nous prend beaucoup d'énergie. Hein. Quelle couleur, comment. Il faut être bien organisé, il ne faut pas être brouillon. Voilà. Il me semble que choisir ça d'emblée, ça c'est très important. Habituer son corps à un rythme, ça c'est très très important. Et je crois que la responsabilité des parents s'installe aussi parce que les deux parents sont là à nourrir et à veiller sur la santé. C'est un corps qui n'a pas de l'énergie, ne puise pas, il n'a pas de l'essence pour pouvoir vraiment brûler comme ça, pour pouvoir donner. C'est important aussi de s'installer quelque chose comme les fiches de révision, quelque chose qui est un peu plus tôt. Ça sert absolument à rien de laisser ça à la dernière minute parce que ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas un cerveau qui va fonctionner comme ça, comme un robot, comme un ordinateur. Il y a quelque chose qui s'apprend étape par étape, c'est une capacité, mais voilà, chaque enfant a sa capacité de faire. Chaque enfant a sa manière de faire, voilà. Moi, je n'exclus pas tout ce qui est art, tout ce qui est chanson comme ça, tout ce qui est sorti, quelque chose de couleur, une activité physique, courir, voir la nature, ça casse un tout petit peu ce rythme là où le défi est très fort, mais aussi ça permet de se ressourcer, de prendre une bouffée d'oxygène. Ce n'est pas rien du tout. Et puis on apprend à nos enfants de bien respirer si ça va mal, c'est de s'installer, boire de l'eau, l'eau, respiration abdominale et voilà, prendre le temps et diminuer le rythme cardiaque comme ça, reprendre confiance, même s'ils ont peur à l'intérieur. Et on bien peut gérer... lire ces questions. Bien lire et relire ces questions. Mon père dira, s'il était là présent avec nous, n'oublie pas de tourner la page. On ne sait jamais s'il y a une question derrière. Voilà. Nos parents savent le faire très très bien. On salue votre papa, qui vous regarde probablement. Merci beaucoup, Aïda. Puis on rappelle aussi les conseils de nos parents. Ils nous donnaient aussi du sucre quand on passait d'examen. C'est à souvenir. Je crois que c'était la formule magique. Hein. C'est quelque chose li comme ça, un moment précieux. Que ça soit. Souad Sahraoui me dit c'est sukar bil mazhar. Oui, c'était précieux. Ça nous manque. Ce sont les rituels qui donnent du bonheur, quelque chose. C'était important, c'était un jour important. Non, mais c'était d'emblée prendre ce sucre, ça veut dire répondre bien. Voilà. Va nous porter chance aussi. Voilà, merci beaucoup pour tous ces conseils, Aïda. Merci à vous. Donc on vous dit à la semaine prochaine. Inch'Allah. Bonne journée à vous. À vous aussi. Merci. Et au plaisir de vous retrouver jeudi prochain pour, encore une fois, la rivalité et le stress. Ça marche. Et la jalousie en examen. Voilà. Merci beaucoup. On continue. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Badia Amarni qui nous fait un gros plan sur Borj L'Agdir de Borj Bouarerich. Borj Gdir, l'une des plus anciennes régions de Borj Bouarerich. Elle est connue pour ses vestiges historiques. Le plus en vue, Borj Shmissa, le temple romain, le seul visible dans cette ville romaine ensevelie, selon les habitants. C'était aussi un passage pour les caravanes. Cette région dispose d'importants atouts touristiques. Tourisme de montagne vu les sites naturels magnifiques qu'elle recèle. Tourisme religieux vu le nombre important de mosquées. L'une des plus anciennes zawiyas se trouve dans cette région. La région dispose également de ruines, notamment les qlaya et les ruines romaines. Ce que vous avez vu n'est qu'une petite partie des trésors. La région a besoin de recherches pour faire révéler ses secrets. Les caravanes qui arrivaient de Qal'at Beni Hamad pour rallier Béjaïa et même la Tunisie se référaient à Al-Qlaya, signaux éclairant le passage, notamment pendant la nuit. Beaucoup de vestiges à même de faire de cette région et ses villages une région touristique.
Notre région est très riche, beaucoup de sites fabuleux existent. Les efforts fournis par les membres de l'association restent insuffisants. Nous avons besoin d'accompagnement de la part des autorités locales. Je réitère mes remerciements aux membres de l'association. Grâce à eux, nous avons ouvert beaucoup d'accès à cette région qui ne disposait de rien pour la faire connaître. Mais dommage, les autorités locales n'ont accordé aucune importance à cette région. Bourj Ghdir, grâce à l'association Chouathra pour le développement, a pu ouvrir un musée renfermant de nombreux manuscrits provenant de la zawiya du Cheikh El-Hadj Shrif Ben El-Mabrouk Ibn Ibrahim El-Chouthri. On y trouve des manuscrits de Yahya Abou Zakaria Zouaoui, éminent savant de Béjaïa. C'est là une partie des manuscrits récupérés et gardés dans le cadre de la préservation du patrimoine de la région par l'association Chouathra. Ces manuscrits appartenaient à la zawiya d'El-Hadj Shrif Ben Mabrouk Chouathri. Ce sont des manuscrits scientifiques et de fiqh et de la charia islamique. Certains sont même très rares. Bourj Ghdir et la région de Chouathra renferment de véritables trésors. Beaucoup ne sont pas encore découverts. L'association Chouathra travaille sans relâche pour inclure cette région dans le plan touristique de la wilaya. Alors encore de belles régions à vous faire découvrir. Cette fois-ci, on vous emmènera du côté de Tindouf avec notre ami Rahim Abdelaziz qu'on a toujours plaisir à recevoir. Chaque jeudi pratiquement, il est là pour nous faire découvrir soit une région d'Algérie, soit bien sûr aussi toujours dans le domaine archéologique, des régions aussi archéologiques. Alors il est là. Bonjour Rahim. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Très bien, merci. Alors cette fois-ci, on va rester encore dans la région de Tindouf. On est étonné, tout à fait, de voir que la région humide existe aussi à Tindouf. Moi, étonnant que cela puisse être, il s'agit de la seule et unique zone humide. C'est ça. De cette zone aride. Oui, une zone humide continentale. De type continental. De type continental. C'est très important de le souligner. En plein désert. En plein Sahara algérien. Sahara algérien. Il s'agit bel et bien du nord-ouest de Tindouf. C'est une région montagneuse. Oui. Il s'agit des massifs montagneux de Ouarkzis. Comment est-ce que cette zone humide a subsisté? Et surtout quand on connaît le désert aride aussi donc, du Sahara, ces zones et ces roches qui existent, qui ont été façonnées par l'eau, par la mer il y a des millions d'années, bien sûr. Et aujourd'hui, il existe et persiste des zones humides, comme par exemple à Djanet, comme par exemple à Béchar aussi. C'est des gueltas. C'est des gueltas, des mares. C'est des reliques de l'ère glaciaire. Mais celle de Tefgoumt répond à de nombreux critères. Des critères qu'impose la Convention de Ramsar. Il s'agit surtout d'un écosystème rarissime dans le Sahara algérien. Vous allez me dire aussi que justement, comme c'est une zone humide, et comme chaque zone humide, il y a une activité aviphonistique et faunistique, et donc il y a le passage des oiseaux? C'est une halte incontournable pour une riche et variée avifaune. C'est un long voyage pour ces oiseaux migrateurs. C'est une halte. Oui. Et c'est aussi un habitat pour de nombreux oiseaux sédentaires, où parmi cet avifaune, on remarque qu'il y a même des oiseaux migrateurs qui nichent et nidifient avant de partir, soit tout dépend des périodes, soit vers l'Afrique, soit vers l'Europe. Tout à fait. Et bien entendu, c'est une halte importante aussi dans la région, bien entendu, que vous le décriviez si bien. Alors, on va décrire ce que c'est le mot Tefgoumt, qui veut dire le creux de la main, c'est ça? En berbère local. Local. Donc, c'est un creux de main, c'est exactement cela. Ça a fait un creux et donc, c'est de l'eau de précipitation? C'est de l'eau douce, de précipitation surtout. Il ne faut pas oublier qu'on est dans Tefgoumt, on est à quelques 190 km à vol d'oiseau de l'océan Atlantique. C'est une zone tempérée.
Tempéré, exactement. Et donc, il doit faire bon dans cette région. Très clément. Très clément. Alors, grâce à vous, on a pu découvrir une région archéologique dans la région de Tindouf. On a pu découvrir aussi ce fameux cratère aussi qui existait depuis des millions d'années aussi. Un cratère important, une zone extraordinaire, grande, l'un des plus grands cratères d'origine météorique au monde. Voilà. Et il a précédé celui du Yucatan au Mexique, où on a assisté à l'extinction des dinosaures. Il le précède de 5 millions d'années. Wow. Excusez du peu. Du peu, tout à fait. Grâce à vous, on en apprend des choses ce matin. On risque de revenir là-dessus. Oui, on en reparlera. On va voir en image justement le reportage que vous nous avez consacré ce matin justement à la région de la zone humide de Tefgoumt. On y va et on se retrouve juste après. La région nord-ouest de Tindouf. Il s'agit des massifs montagneux de Ouargzis. Dans ce décor désertique s'impose la zone lacustre de Tefgoumt. Sur ce site, on découvre de nombreux fossiles marins, incrustés à même les blocs de grès, comme ces coquillages et autres ammonites. La région de Tefgoumt constitue l'une des zones les plus importantes du parc culturel et naturel de Tindouf. Tefgoumt dispose de nombreux plans d'eau. Les alentours immédiats de ce lac sont luxuriants. Avec les acacias, le jonc et le tamarix encerclent le cours d'eau. On découvre aussi de nombreuses plantes vivaces et ligneuses au niveau des dalles de grès, comme c'est le cas des Farsetia, de l'asparagus, des Nitraria ou le Caparis. Ces plantes évoluent au gré des précipitations des pluies. Cette zone humide est une halte incontournable pour de nombreux oiseaux migrateurs. La zone humide de Tefgoumt accueille aussi une riche et variée avifaune migratrice. Malgré la richesse biologique que renferme ce lac continental, Tefgoumt n'a pas encore bénéficié d'un classement international de type Ramsar. Celui-ci tarde à voir le jour. Voir juste un extrait, mais en tout cas vous aurez la possibilité de voir l'intégralité en tout cas d'un documentaire prochainement sur Canal Algérie. Ce soir ça sera consacré à la ville de Soqahras, c'est cela? Et ces sites archéologiques. On en parlera tout à l'heure. On revient à cette zone humide qui est une zone très importante dans la région. On a pu voir toutes les espèces que vous avez présentées d'ailleurs, donc les animaux aussi, qui seront aussi quelque part un problème. Par exemple, les dromadaires, vous m'avez dit, ça pourrait aussi détruire cette zone humide parce que c'est le surpâturage qui guette la région. Et la destruction du couvert végétal. Alors là, comme c'est une zone où il y a de l'eau, donc bien sûr les bergers vont apporter donc le troupeau, les nomades surtout qui passent par là-bas, et ils vont s'abreuver. C'est un abreuvoir. C'est l'un des problèmes anthropiques, c'est-à-dire le surpâturage dans cette zone, qui est des plus vulnérables. C'est ça. Et c'est donc les plantes qui existent sont assez rares. On a pu le voir. Vous avez filmé des plantes qui n'ont jamais été filmées non plus dans cette région. On n'a jamais accédé à ce site. Ça pourrait être aussi un site très important pour les étudiants qui travaillent sur la faune et la flore aussi, donc de la région. Vous m'avez dit comme c'est une zone très éloignée, donc c'est très difficile d'y accéder. Les terrains, ils sont très accidentés. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une région où dominent des massifs montagneux, inaccessibles, faits surtout de grès, et de basalte. C'est ça, voilà. Et la Tefgoumt n'est qu'à quelques encablures de Oued Dra, qui prend sa source du Maroc. Oued Dra,
et c'est le biotope où existe l'arganier. Oui. C'est dans c'est sur ce même axe que Touarf Bouham, ce qui est juste à côté de Tef Goumt, dispose de reliques d'arganier. Voilà, c'est très ancien aussi. Alors, vous avez dit que c'était une région très difficile d'accès. Vous y avez accédé en voiture? En 4x4. En 4x4, mais ensuite vous vous êtes déplacé bien sûr à pied pour voir l'étendue aussi de cette zone humide qui n'est toujours pas encore classée. Pourquoi? Pourquoi? Il y a une certaine négligence de la part des responsables concernés. Justement, classer Tef Goumt en tant que site Ramsar, c'est plaider en faveur de sa préservation. C'est lui fournir les moyens financiers afin qu'elle accède à des gardiens, à des gestionnaires. Qui pourrait classer justement un site? Ce sont donc les scientifiques, les personnes qui travaillent sur les étudiants? Qui pourrait classer un site? Il y a le ministère de l'Environnement, la Direction générale des forêts, et notamment le parc de Tindouf, le parc culturel et naturel de Tindouf. C'est ça. Et apparemment, ils sont en voie justement de confectionner un dossier pour justement faire avancer les choses dans le sens du classement en tant que site Ramsar de cette même zone. Et on salue toutes les personnes qui vous ont accompagné, notamment Ahmed Bouskine, qui est donc un archéologue, c'est cela? Qui travaille, chercheur, un guide doublé d'un archéologue. Voilà. Et c'est un personnage des plus motivés en termes de préservation des sites archéologiques et de la biodiversité existante au niveau du parc. Passionné. C'est un véritable passionné qui accompagne donc les visiteurs on et lui aussi doit justement les le scientifiques. C'est un accompagnateur de premier ordre. C'est ça. Et il a eu déjà l'occasion de recenser, en sillonnant le grand parc de Tindouf, recenser des sites archéologiques qui étaient jusque-là méconnus. Oui. En attendant que ce site soit classé, on espère que donc d'autres jeunes scientifiques aussi puissent s'intéresser à cette zone humide parce que ça fait aussi l'objet de nombreuses thèses scientifiques. Donc pourquoi pas que les étudiants puissent s'y intéresser, la région de Tef Goumt. Alors merci pour cette région. Je vous en prie. On va rappeler aussi l'émission de ce soir. Ce sera à partir de 20h45 sur Canal Algérie. Toujours dans Vestiges et Patrimoine, vous aurez l'occasion de suivre Rahim Abdelaziz. Cette fois-ci, la région de Soukahras. Et ces sites archéologiques. Très bien. Alors donc, qu'est-ce que vous allez nous présenter ce soir comme site, comme on région? va revenir sur de nombreux sites, notamment celui de Mdaouroch. Oui, on connaît bien. Et Taoura, le site de Taoura. Mador, donc. L'antique Madorus. L'antique Madorus, voilà. Qui porte le célèbre, donc, voilà. La ville chère à Saint-Augustin. Saint-Augustin, tout à fait. Et Saint-Donat. Exact. Donc, une région que vous connaissez particulièrement vous-même. Oui. C'est une région donc de l'Est de l'Algérie que vous aimez particulièrement aussi. Elle est intimement liée à celle d'Hippo-Régius, c'est-à-dire Annaba. Voilà. D'où vous êtes originaire? Non, moi, je suis des Aurès. Des Aurès. Ah, d'accord, je m'étais trompée. Merci beaucoup, Rahim. On vous dit bonne journée. On vous dit à très bientôt pour une autre visite, cette fois-ci est découverte. On va marquer d'autres haltes. D'autres haltes. Là. Voilà, aujourd'hui c'était Tef Goumt dans la région de Tindouf. Et bien sûr, ne ratez pas le documentaire de Rahim ce soir 20h45 sur Canal Algérie, la région de Soukahras, bien sûr avec ses sites archéologiques. À bientôt, Rahim. À bientôt. Voilà, on vous invite tout de suite à suivre ce reportage de Camélia Mellel qui, elle, nous fait découvrir cette visite à la Casbah. Ce sont donc des touristes qui sont venus visiter la Casbah d'Alger. Regardez. Venir à Alger et ne pas visiter la Casbah. Patrimoine universel, la Casbah d'Alger ou la forteresse représente une curiosité à visiter pour les touristes. Avec ses ruelles tortueuses et ombragées, ses pierres et ses murs vétustes, cette vieille Médina raconte l'histoire d'un peuple, d'une résistance et d'une civilisation séculaire. La Mahrousa, c'est la bien gardée.
c'est-à-dire c'était une ville bien gardée et imprenable. C'est un style riche. C'est un style riche et c'est vrai qu'on voit le mélange de ces styles, le style ottoman, le style haussmannien. On voit toutes les influences des différents peuples qui ont plus ou moins envahi l'Algérie et qui ont marqué leur empreinte, quoi. C'est toujours le même émerveillement pour les visiteurs, qu'ils soient de passage ou carrément natifs de cette vieille Médina. C'est magnifique déjà. Tout simplement, c'est juste magnifique de voir cette vue qui est chargée d'histoire. On voit vraiment que l'histoire est passée par là et que c'est pris au cœur de la ville et ça nous prend au tripes. La Casbah est très similaire, mais c'est beaucoup d'émotions pour moi parce qu'une partie de ma famille vient d'Algérie. Donc c'est un moment très émouvant pour moi de revenir ici. La Casbah d'Alger a été classée patrimoine national en 1991, puis universel en 1992. Elle représente en fait toute une culture, une mentalité et aussi une manière de vivre. Ce lieu vous entraîne, vous saisit avec son histoire, sa belle architecture et le bon accueil de ses habitants. Voilà, de retour sur le plateau, on a toujours plaisir à recevoir des personnes actives. Eh bien, celles qui sont sur notre plateau sont actives dans leur domaine et elles défendent bien sûr les femmes. Alors avec nous, la présidente de l'association Femmes Actives, l'association sociale avec nous, Madame Johar Hashmi. Comment ça va? Bonjour. Ça va, alhamdoulilah. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois que vous faites appel à nous. Et nous sommes là pour le service de la société et de notre large public. Tout à fait. On vous connaît déjà depuis assez longtemps et on sait que vous vous battez tout le temps au quotidien pour améliorer bien sûr la situation de la femme surtout et avec des actions surtout sur le terrain. Juste brièvement, notre association. On va présenter d'abord votre invitée aussi, parce que vous nous avez ramené une autre invitée, Madame Shahrazad Saadi, mademoiselle Shahrazad Saadi. Oui, c'est mademoiselle. Bonjour. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. Je suis vraiment honorée d'être ici avec vous sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Nous aussi, on est très contents. En tout cas, vous êtes la nouvelle secrétaire générale de cette association, Femmes Actives. Et vous avez toujours pris part à des actions en faveur des jeunes, notamment de la femme aussi, la femme aussi, mais beaucoup plus, c'est les jeunes toxicomanes. Oui, les jeunes toxicomanes. Vous avez pris part il n'y a pas très longtemps à une rencontre autour donc, de la jeunesse. Ça s'appelait Youth Initiative. Youth Initiative, oui. C'était en 2017. C'est ça. Donc, et vous collaborez dans un magazine, justement. Ce même magazine. C'est Youth Initiative Magazine. Ça fait partie de cette... bon, déjà, on était un groupe de jeunes, voilà. Et on a décidé, lorsqu'on a fait la rencontre à Vienne, on a décidé de créer cette magazine
Voilà, pour rassembler non seulement les jeunes de différents pays et aussi parler et donner des solutions pour ce problème de la toxicomanie. Très bien, on va parler de ça avec vous. On va donner la parole à Madame Johara Hachmi qui va nous expliquer un petit peu sa démarche au quotidien, bien entendu. Allez-y. Merci. Donc, notre association intervient sur 2 volets. Nous avons le volet sensibilisation qui touche à plusieurs phénomènes sociaux, violences, délinquance, échec scolaire, drogue et toxicomanie, le pessimisme et d'autres, malheureusement, phénomènes qui s'installent dans notre société, pas uniquement la société algérienne, à l'échelle mondiale, mais surtout, comme le stipule un proverbe qui dit « prévenir mieux que guérir ». Nous, dans notre association, on n'attend pas à ce que le problème tombe sur la tête. Il faut prévenir les familles, il faut prévenir les citoyennes, il faut prévenir surtout la jeunesse parce que c'est elle qui est ciblée directement. Donc, le volet 1 traite les sensibilisations sur le terrain, les sorties, les caravanes, portes ouvertes, séminaires, journées d'études et autres. Le deuxième volet, c'est le volet de la cellule d'écoute qui procure l'écoute, l'accompagnement, l'orientation et la médiation. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit, c'est le lieu où les familles ou les jeunes qu'on rencontre sur le terrain peuvent nous rapprocher directement pour avoir plus de confiance afin de pouvoir les accompagner, notamment les enfants, la femme, en particulier parce que c'est eux qui sont la base de la famille, la femme, la bonne santé. Comme on le dit dans un foyer, par exemple. Oui, on dit la bonne santé de la femme ressort de la bonne santé de la famille et vice-versa. Donc, mais en plus de ces actions qui veillent à ce qu'on installe ou on étale un éveil sociétal de manière à ce qu'on lutte contre les mauvaises pratiques, le racisme, le radicalisme et beaucoup d'autres phénomènes, mais aussi c'est une occasion pour renforcer et redonner, ou si vous voulez, actualiser le rôle de la femme pour qu'elle s'implique d'une manière fiable dans le développement économique. Du pays. Elle l'a fait, elle le fait. Oui, et on a réservé, bien sûr, il y a le secteur de la solidarité nationale qui est chargé du chapitre féminin et surtout la femme rurale et la femme en général. Mais notre association, elle fait partie, elle a adopté un chapitre parce que nous avons remarqué que la femme a besoin d'être... C'est vrai qu'il y a des dispositifs, il y a des mécanismes, il y a beaucoup de choses dans les programmes que nous avons sur le terrain, les politiques des pouvoirs publics, mais ce qui manque chez la femme, c'est cette information qui arrive peut-être en retard ou certaines peut-être femmes qui ne cherchent pas, qui ne sont pas peut-être à jour avec l'information ou avec les réseaux sociaux, manquent de cette source. Donc par le biais de notre association, on organise des conférences. D'ailleurs, même nous avons étalé une dynamique de travail avec les comités de village, les associations des villages, des communes, même les associations des jeunes, qui nous ramènent des femmes pour les sensibiliser parce que, étant convaincus que la femme, à travers l'histoire, a donné peut-être un grand plus pour le développement de notre société. Et la femme doit être aux côtés de l'homme pour pouvoir bâtir aujourd'hui l'Algérie et bien sûr l'Algérie de demain. Bien sûr, la femme, à travers l'histoire, a travaillé à la maison, a fait le foyer, mais aussi elle a participé au développement économique, elle a participé au labour, elle a participé comme elle l'a fait aussi durant la guerre de libération. Effectivement. Activement, bien entendu. Mais ces dernières années, nous avons des femmes cadres, nous avons des femmes qui
qui peuvent être beaucoup plus utiles qu'il le faut. Mais malheureusement, il y a un peu de recul. Je ne sais pas, est-ce qu'on a sous-estimé le chapitre agriculture ou bien, puisque le thème d'aujourd'hui c'est l'agriculture. On va en parler. D'ailleurs, je pense que le développement réel et sain des nations, c'est l'économie vivière, si chaque famille développe une activité dans les parcelles de terrain que possède surtout, il y a l'économie, l'agriculture des montagnes, il y a beaucoup de choses qu'il faut développer dans notre société. Et bien sûr, c'est la femme rurale qui a un rôle énorme dans notre société aussi, et on lui rend hommage parce qu'à chaque fois qu'on a l'occasion donc de travailler avec ces femmes, on voit des battantes. Entre parenthèses, qui ont relevé un défi extraordinaire pour pouvoir être femme chef d'entreprise, parce que quand on est aussi agricultrice, et forcément on a des engagements, on a un rôle très important à jouer. Et la femme rurale de 2019 n'est plus la femme rurale des années passées. Aujourd'hui, la femme rurale, elle a tout. Elle a le transport, elle a la technologie, elle a l'électricité, elle a le gaz, elle a tout ce qu'il faut qui lui facilite la tâche pour donner plus de ce qu'elle a donné bien avant. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous avons, d'ailleurs, en 2017, nous avons organisé un colloque de 3 jours, puis nous avons prévu le refaire en 2018. Malheureusement, les conditions ne nous ont pas permis, et nous avons décidé de le faire durant ce mois de mars, mais malheureusement, c'est des conditions que vit le pays ne nous permettent pas. Mais Inch'Allah, ça va venir dans les prochains mois à venir. D'ailleurs, entre parenthèses, on a profité de l'occasion de renouveler l'organe de direction, et cette année, on a donné plus de chance aux jeunes dynamiques, pas tous les jeunes que nous avons dans notre association. Eh bien justement, ça sera l'occasion de donner la parole aussi à la jeune qui est avec nous, Shahrazad, qui elle se bat pour un autre volet dans la société, celui donc des jeunes, de cette jeunesse, et surtout la jeunesse aussi qui vire vers la délinquance. C'est cela, vous vous êtes battu contre la toxicomanie? Oui, comme on dit, on est tous concernés contre le mal qui guette nos enfants, surtout ces derniers jours. Voilà, là, donc, comme elle a dit la présidente de l'association, dans le volet 1, on organise tout le temps des activités au milieu ouvert. En ce qui concerne des soirées, Ramadan, on fait des projections, on distribue des flyers et aussi des affiches concernant le thème. Est-ce que le fait d'être jeune comme ça facilite la communication et le message? Ça facilite vraiment la communication. C'est ce qui laisse les jeunes se comprendre entre eux. Voilà. Et c'est une occasion aussi de briser la glace quelque part? Pas briser la glace, mais il va se sentir vraiment à l'aise lorsqu'il parle aux jeunes. Voilà, c'est le milieu. Alors, au sein donc, de ce mouvement que vous avez créé aussi pour vous rapprocher des jeunes, vous avez avec vous peut-être plusieurs jeunes aussi formés C'est sûr, il y en a vraiment des jeunes actifs, même des femmes il y en a des femmes battues qui viennent toujours chez nous à l'association, voilà, la cellule d'écoute, et puis grâce, quand ils voient ce qu'on fait et ce qu'on organise comme activité, ils sont vraiment intéressés et ils demandent de se rapprocher de nous. Voilà. Très bien. Alors, on va continuer à parler de vos engagements surtout et du rôle que vous jouez dans la société, non seulement pour la femme, mais aussi pour les jeunes, pour les enfants et pour aussi l'amélioration, bien sûr, de ces conditions donc, de la famille. Alors, vous avez ouvert tout à l'heure le chapitre agriculture, c'est un chapitre très important, et surtout celui de la femme rurale. Nous, on a voulu aussi partager avec vous ce reportage et surtout rendre hommage à toutes ces femmes rurales qui travaillent au quotidien sur le terrain. Et Dieu sait comme ces métiers sont très souvent des métiers très rudes et très difficiles. Alors, on va voir ensemble un reportage qu'a fait pour nous Faria El Hamdi. Elle a rencontré donc une dame qui est une agricultrice, Fatima Zohra Belarbi, qui est donc de Médéa. Regardez, on se retrouve juste après. Nous sommes bien à Swegui, une commune à 70 km au sud-est de la wilaya de Médéa. En cette période de l'année où les gens de la région sont occupés aux travaux des champs. Une zone à fort potentiel agricole
comptant de nombreuses fermes et des terres fertiles, enchâssées entre le territoire de la commune voisine de Bni Slimane. Fatma Zahra fait partie de ces rares chefs d'exploitation. Elle a repris la ferme de ses parents. تربيت في مناخ تاع فلاحه. انا حببت هذا الشيء ومع صغري كانوا هذا اللي راك تشوفي فيهم خدامين لما يكونوا هما رافدين كان كلش على الزوايله كان كلش يخدموا فيه تقليدي يرفدوا ديك الشبكه تاع القمح انا نشد فيها ونبدا ندعلج ونبدا راكبه وما يخافوا عليا بعدي منا كذا بالك يقول لك الولد تاعها يعيط ولا كاش ما يصرى لها ولا حاجه ولكن نحب نخدم هذاك الشيء نحبه. بعد خرجت يديروا البحيره راني معاهم يخدموا الفلاحه راني معاهم يروحوا يحرثوا انا معاهم. ومن بعد مع طول السنين وكذا ولما كبرت قعدت هذاك الشيء حتى ولما تزوجت ما تزوجتش انا بزاف صغيره حوالي 24 ولا 25 سنه ولكن ما قطعتش هذا الشيء نجي لعند بابا ونخدم معاه ما خطيتوش. Une aventure périlleuse où vocation et passion sont nécessaires, car on ne devient pas agricultrice par hasard. راح نغرسوا شجرة مثمرة وهي شجرة الزيتون. هي راهي ملقمة مسقمة كلش غير باش نحطوها في التراب. ديجا راه سبق لي غرست بزاف واليوم راح نغرسوا الشجرة هذه إن شاء الله. Un travail dur, solitaire, parfois précaire, qui réclame une passion et une détermination sans faille. Et ce qui nous a attiré le plus chez Fatma Zahra, c'est son attachement pour les choses traditionnelles. Elle garde toujours son blé fermenté dans des silos, le matmoura. Et un peu plus loin, sa volaille s'agite joyeusement dans son poulailler traditionnel en bois. مورا تاع جدود تاع بكري يخبوا فيها قلت لك القمح والشعير مدة 3 سنين 4 سنين كيما نديروه كيما يبقى قلت لك ناكلوا منه كل عود راح نرحوا كي وقت الزريعه نجبدوا منه كاش واحد يجي ما عنده زوالي ولا كاش حاجه نجبدوا منه ونلقاوه صحيح ما نديروهش في الديار لعله يخسر في الدار يفسد في الدار يفسد ياكلوا الفار وياكلوا ذيك نديروه في المطمار هذو مديورين للزرع قمح والشعير والنعمه نديروه مدخله. البولاي تقليدي هما الكراجات تاع التقليدي احسن من الحديث يعني ما في السخانه ما في تربيه الفلوس يعني يكون ناجح احسن. هذا فيه الحطب هذا يميز الحطب يعني الخشب والخشب هذا النوعيه تاعو من الاشجار لان ما يديرش حساسيه او فيه القصب الليراع اللي يسموه الليراع او يسموه القصب وفيه الطوب تراب. Fatma Zahra exerce aussi le métier d'herboriste, un métier presque disparu, mais qui renaît grâce à l'engouement pour les soins naturels. ملي خلقت لقيت امي لقينا الكبار لقيناهم يعملونا الشيح يعملونا زعتر لما نمرضوا بالهواء يعملونا بابونج يعني على هذا الشيء اللي انشأت عليه هذا السر يصلح الكبار الصغار والله يعني هذا مش راح يهلك ولا شيء ولكن نخدموا السير نخدموا نديروا الضرو ونحطوا كميه من السكر الاحمر يقولوا له السكر قندلي كان بكري. Selon Fatma Zahra, la femme agricultrice algérienne doit travailler dur pour devenir indépendante et participer au développement de leur famille, de leur région et même de leur pays. Voilà, c'était une très belle région et surtout chapeau aussi à cette dame qui travaille au quotidien. Et vous savez que ce métier d'agriculteur, agricultrice, c'est un métier très rude où il faut se lever très tôt le matin, il n'y a pas de repos. Donc il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir aussi vraiment suivre son exploitation à bout de main et bien sûr à bout de force, bien entendu. En tout cas, bonne chance à cette dame. Et puis par la même occasion, on rend hommage à toutes ces dames, femmes rurales, et puis on prend exemple sur ce courage au quotidien.
hein. Vous en citiez quelques-unes d'ailleurs, et vous me disiez qu'il fallait justement redonner la force à ces dames qui travaillent au quotidien. Voilà. Il faut les accompagner, il faut les encourager et les Elle n'a pas lâché l'exploitation familiale. Et au contraire, elle a pris le dessus et puis bien entendu, et si elle a relevé le défi. connaissances, il faut les armer avec la technologie nouvelle. Parce que la femme, il y a dans des endroits, peut-être, elle ignore les dispositifs existants, elle ignore qu'il y a des programmes de formation dans les dispositifs économiques, à savoir l'ONGEM, CNAC et ANSEJ, mais aussi la direction, le ministère de l'Agriculture par le pays de ses directions et ses divisions, donc peuvent se rapprocher de ces services pour avoir plus d'informations et plus de savoir-faire afin de développer leurs activités. Mais aujourd'hui, en tant que famille, moi en tant qu'association, nous en tant qu'association, qu'est-ce que nous cherchons? C'est d'armer avec la volonté la famille. C'est à la famille de renforcer chez son fils ou chez sa fille cet amour au travail. Et il faut dire, c'est bon aujourd'hui, on doit apprendre à nos enfants qu'on ne peut pas vivre éternellement avec le pétrole. L'engagement, c'est très important. Oui. L'engagement, vous me citiez tout à l'heure un exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde associatif, c'est vrai que vous me disiez, c'est plus comme avant. Aujourd'hui, les jeunes attendent peut-être uniquement vraiment des personnes très motivées, parce qu'attention, travailler dans une association, c'est beaucoup d'engagement. C'est beaucoup d'engagement, c'est une responsabilité. Je passe beaucoup plus de temps dans l'association que dans ma famille. C'est ça. Je vous assure que si je réponds à toutes les invitations, je ne pourrais pas passer une nuit chez moi à la maison. Exactement. Mais il faut trier, il faut savoir à qui répondre et à qui peut nous attendre par la suite. Alors, vous transmettez le flambeau à cette jeunesse aussi, grâce à ces personnes qui ont décidé aussi de mener le combat avec vous, avec l'association Femmes Actives, et aussi vous-même, donc Shahrazad, qui est donc toute nouvelle pratiquement de cette association, mais vous avez aussi beaucoup d'idées, beaucoup d'engagement, et donc vous accompagnez les jeunes donc au quotidien. Oui, donc, et la femme rurale aussi. Oui, la femme rurale, donc je suis pas trop branchée à ce sujet-là, mais je suis beaucoup plus branchée au sujet qui concerne les jeunes. Voilà. Donc j'avais 17 ans ou 16 ans lorsque je me suis pas adhérée. C'est cette année-là je suis adhérée. Voilà, donc j'étais juste membre active, pas plus, genre j'activais avec eux, on sortait faire des caravanes de sensibilisation et de lutte contre tout type de fléaux sociaux. On a fait la caravane de 2014, c'est là où on a visité 57 communes, je pense. Wow. Oui, à Tizi Ouzou. Et là, grâce à cette caravane, il y avait des jeunes, il y avait des femmes battues, il y avait des jeunes qui droguent ou qui consomment des psychoactifs. Voilà. Et puis, il y avait quoi encore? Ils se sont rapprochés. Oui, ils se sont rapprochés aussi à la cellule d'écoute. Donc, notre cellule d'écoute se présente par l'écoute. Et puis, on a l'orientation et l'accompagnement. Voilà. Donc, l'écoute. Vous faites le suivi. Est-ce que vous retournez voir les cas? C'est sûr. Oui. Il faut retourner voir les cas parce qu'il y a des cas qui partent jusqu'au comment dire, par exemple, prenons exemple, les centres d'aide. Voilà. Oui. Il y a des centres qui renvoient les cas et qui ne les reçoivent pas. Attends, ils ne les prennent pas en charge. Pas du tout. Du coup, ils reviennent toujours chez nous et ils nous demandent de les accompagner encore une autre fois, juste pour qu'ils acceptent, pour qu'ils leur donnent de l'aide. Voilà. Ce sont donc des jeunes qui ont besoin énormément d'écoute et surtout de prise en charge. Prise en charge par des psychologues. Par des psychiatres et des psychologues pour pouvoir un petit peu gérer leur addiction, surtout à toutes ces formes de psychotropes ou de drogue.
rebondir sur ce qu'elle a dit. Le jeune, déjà quand il vient chez nous, il a repris confiance en lui. Parce que d'abord, nous, on travaille avec lui, on le motive. La cellule d'écoute est composée d'un médecin, un docteur en pharmacie. Nous avons qui a des connaissances sur les plantes et sur les stupéfiants et tout. Donc, il prend en charge très bien son malade. Nous avons, il explique bien les conséquences et les dangers de ces stupéfiants pour les jeunes qui ne sont pas informés suffisamment. Et d'autres qui sont malheureusement victimes du phénomène. Et nous avons un docteur en psychologie, mais l'association renferme un autre psychologue, des fois deux, dans l'association. Nous avons une assistante sociale, elle est permanente dans notre association, donc qui accueille, qui procure l'accueil et le dépistage du problème pour l'orienter vers la personne qu'il faut. C'est-à-dire, si un jeune ou une femme se présente, elle cherche l'aide et l'accompagnement. Après le dépistage fait par l'assistante sociale, on décide ce qu'on peut lui procurer comme aide. Donc, c'est ça la tâche de l'association. Mais le jeune, maintenant, c'est vrai qu'il y a un centre de Sirta à Tizi Ouzou qui, avant c'était Oued ici, et d'autres centres qui sont à l'échelle nationale. On les oriente vers Bijaya et des fois vers Alger. Mais maintenant, nous avons un centre à Tizi Ouzou. Peut-être ce centre va nous faciliter la tâche de rendre plus de confiance et de rassurer ces jeunes, motivés. Et leurs parents surtout. Oui, parce que mais très surtout souvent, le jeune. Ils sont désemparés, les parents. Oui, nous, on a reçu peut-être jusqu'à maintenant une dizaine de pères de famille. C'est sûr. C'est des pères de famille. En tout cas, on est déjà arrivé à la fin de l'émission. En tout cas, bravo pour ce que vous faites au quotidien sur le terrain. J'espère en tout cas que vous allez avoir plus d'aide autour de vous et plus de membres aussi qui feront partie de votre association. Merci d'être venu. Mais juste avant de finir, désolée, là c'est rapidement, pour tous les jeunes qui ont besoin d'aide ou qui ont vraiment besoin ou qui veulent adhérer à notre association. Donc notre association se situe au centre commercial Abba Centre-Ville de Tizi Ouzou. Et je vais annoncer les 2 numéros de téléphone si c'est possible. Allez-y. Donc on a le 05 59 21 79 73 et le 05 57 38 93 72. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup, Shahrazad. Zadi, je rappelle que vous êtes la secrétaire générale de l'association sociale, vice-secrétaire. D'accord. Alors donc de femmes actives, bon courage à vous, bonne chance pour ce que vous faites. Et puis Madame Johar Hashmi, merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. Vous êtes la présidente de cette association de femmes actives, toujours combattantes. Oui, merci beaucoup. C'est un principe. Exactement. À très bientôt. Merci beaucoup, madame. Voilà, bon courage pour ce que vous faites au quotidien. Voilà, on continue. Gros plan sur une école, cette fois-ci de gymnastique, du côté de Skikda. C'est donc notre journaliste Wahiba Belhawa qui nous fait donc ce reportage. Le sport à Skikda, c'est aussi la gymnastique qui a brillé grâce à ses champions d'antan, à l'instar de l'ex-champion d'Afrique aux anneaux Hakim Atmani. À Skikda, il prend en charge avec ses collaborateurs Nasreddin Bouslir et Myriam Mnired des jeunes talents pour rehausser le niveau et assurer la relève de l'élite. كانوا عندي 2 athlètes في لاغام كانوا عندي 2 درت معاهم بطولة وطنية وصلت حتى دخلوا لجان طالون وصلوا حتى ليكيب ناسيونال من بينهم انس معوج وكاين مني غاد سيد عليه واحد هو دوكا في بوفاريك راهو في الفريق الوطني والاخر راهو حبس واليوم راك مع واليوم راني مع الشيخ في لاماس نخدمو تما توت ان جروب ماشي وحدي برك كاين 4 مدربين اللي حاكمين وكل واحد حاك شاد كلوب. Deux gymnastes continuent d'émerger grâce à leur talent inné et la compétence technique de l'encadrement. Sidra Sidhan et Zahra Boukhatem représentent dignement l'Algérie à l'étranger. السبب اللي خلاني يعني هذه فلسفه تاع المدرب لان العمودين المتوازيين جهاز يعني خاص وحده وين يتطلب قوه كبيره ويتطلب عامل كثير ولهذا انا مخصص 50% للعمود المتوازي
و50% للاجهزه الاخرى اللي هي 3 اجهزه: الحركات الارضيه والخشبات العارضه والقفص، لانهم يعني انهم نفس الجهاز يعني يطلبوا قوه بدنيه خاصه في الرجلين. الجيري ودو شامبيون ضرب في لبنان، ديت 3 ميداليات ذهبيات. في المسابقة العامة ولا على الأجهزة؟ الأجهزة ديش في اللابار في لابوتر وفي الصول. اسمي بوخاتم فاطمة زهراء، عمري 12 سنة. بديت في مع الشيخ ليكيب ناسيونال كي كان في عمري 8 سنين. عندي اوبجيكتيف ان شاء الله اني نولي ملي شامبيون. وعندنا كذلك تحضير للبطولة الأفريقية اللي رانا معولين عليها كثير، اللي هي البطولة الأفريقية في سنة 2020 في المغرب. Le plus gros du travail se fait à Skikda. Hakim Atmani, en qualité d'entraîneur national junior, continue à œuvrer pour préparer les échéances futures, mais a besoin de moyens. Voilà, on va rester dans le domaine du sport cette fois-ci. Hier, nous parlions donc de tir sportif. Aujourd'hui, c'est le judo et les arts martiaux, en fait, une déclinaison. On va en parler tout de suite avec nos invités. Elafir Ben Yahya, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Vous êtes donc responsable des relations extérieures à la Fédération algérienne de Jiu-Jitsu, tout à fait. Voilà, j'y arrive doucement. Voilà. Vous allez nous expliquer et vulgariser un petit peu cette discipline. Avec nous, nous avons la chance d'avoir les champions en tout cas de cette discipline, champion du monde, médaillé d'or. Champion d'Afrique. Champion d'Afrique. Exactement. Inch'Allah. Bien sûr. Voilà, alors avec nous, Atman Haïssiou, c'est ça? Exactement. Bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes donc médaillé d'or. Et Kauter Chemlel, bonjour et bienvenue. Bravo aussi, félicitations pour cette belle distinction. Merci. Voilà, c'est une première pour vous, première édition, n'est-ce pas? Tout à fait, exactement. Oui. Voilà, on va laisser donc le responsable des relations extérieures nous en parler, n'est-ce pas? Merci. Donc l'équipe s'est déplacée tout récemment d'ailleurs. Tout à fait. L'édition s'est tenue du 4 au 7 avril au Maroc. C'est la première édition du championnat d'Afrique. Donc c'était la première fois que l'équipe nationale participe à un événement à l'international. Oui. Donc la Fédération algérienne du Jiu-Jitsu est une fédération récemment créée, en 2018. Donc on a eu la chance, grâce vraiment à l'effort de l'équipe et du staff de la fédération, notamment du président, M. Kamel Keziz, et du vice-président, M. Saïd Fassi, de permettre aux athlètes de participer à cette première édition. Et alhamdoulilah, le résultat a été vraiment satisfaisant. Pour une première participation, tout à fait. Donc l'équipe nationale a pu décrocher en tout 19 médailles, 4 en or, 6 en argent et 9 en bronze. Voilà, donc pour une première édition, nous sommes assez bravo en tout cas pour ce bel effort et surtout cet exploit, parce que c'est un exploit. Ce sont donc des athlètes qui étaient donc toujours dans les arts martiaux, mais dans des disciplines différentes. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous étiez dans le judo. Exactement. Et vous aviez eu donc des distinctions, médailles? Oui, bien sûr. Oui. J'ai déclenché. Quel est votre palmarès? En judo, j'ai pratiqué presque 20 ans de judo. Oui. 2 fois 3e place championnat d'Algérie par équipe avec mon club Rama Al-Moradia. Oui, on les connaît bien, on les salue d'ailleurs. Exactement. Hein? Je salue mon club Rama, tout le staff de Rama. Oui. Vice-champion d'Algérie universitaire. Les éliminatoires. On vous voit d'ailleurs là. Ça, c'est la toute dernière. Ça, c'était donc au Maroc. Exactement. C'est en championnat d'Afrique, la dernière édition. D'accord. C'est, alhamdoulilah, on a fait le maximum pour déclencher la médaille d'or. ونردوا الرايه الجزائريه في بطوله افريقيا. Voilà, bravo en tout cas. Merci. Alors Kautar, vous étiez dans le karaté plus précisément, n'est-ce pas? Ça faisait combien de temps que vous pratiquiez cette discipline? Presque 4 ans. بعد كي حبست à cause de mes études. Oui. On m'a juste مر الباك باش عاودت رجعت. Vous avez repris avec cette nouvelle discipline. Oui, انه عاودت رجعت للكاراتيه مع الشيخ عبد السلام بالكبير، هو اللي عرفني على الجيجيتسو. دونك دخلت ليه عجبني ثانيك
Et c'est quoi? Est-ce que la différence est flagrante? Cette discipline est différente? Qu'est-ce que vous avez préféré dans cette discipline? Le jiu-jitsu, c'est يلم كامل les arts martiaux. Par exemple, فيه fighting, فيه karaté, فيه judo, فيه niwaza comme judo, fighting كيما karaté ou judo mélange. Donc voilà, c'est un sport complet. Exactement, voilà. Exactement. On va peut-être faire une petite présentation de cette discipline aussi, qui est assez nouvelle. En Algérie? En Algérie. En fait, la fédération existait quand même depuis... elle exerçait sous forme d'une association nationale qui existait depuis 5 ans déjà. Mais en 2018, on a transformé cette association en fédération pour pouvoir participer à des compétitions. À des compétitions à l'international, tout à fait. En fait, c'est un art martial vraiment d'où toutes les autres disciplines sont issues. Le jiu-jitsu, c'est à la fois, c'est littéralement l'art de la souplesse, en fait. Voilà. On voit. Donc il y a quand même un tatami, c'est tout pratiquement comme tous les arts martiaux. Comme tous les arts martiaux, c'est véritablement l'art de la souplesse. C'est une discipline qui qui a permis de faire sortir le judo, le karaté, plein d'autres disciplines. Et c'est une discipline qui a été un peu mise de côté, mais à l'international, c'est vraiment quelque chose qui est bien développé, tout à fait. Et donc nous, d'origine japonaise, tout à fait, qui développé, qui s'est éparpillé un peu dans le monde et qui est arrivé en Algérie. Et grâce à la fédération, on essaie quand même de la vulgariser. Et cette photo, qui c'est qui peut nous la décrire? C'est l'arrivée? C'est l'arrivée, tout à fait. À l'aéroport. C'est l'arrivée à l'aéroport. Mon frère Hassan. Le jeune athlète. Médaille d'argent? Oui, exactement. Bravo. Voilà, tout à fait. C'est notre frère de duo système, une autre spécialité. Notre spécialité. Exactement. Notre cher frère Bachir. Parfait. Oui. Et puis on va en voir d'autres, je suppose, puisque combien de médailles vous m'avez dit? 19 médailles. Bravo en tout cas pour cette première édition et surtout première participation. Tout à fait. Voilà. L'Algérie, c'est quand même distingué. L'Algérie, à l'issue de cette compétition, elle est classée en troisième position. Les Algériens ont toujours été très bien classés dans les arts martiaux toutes disciplines confondues. Exactement, exactement. En fait, on est parti avec une armada de 26 athlètes et on a récolté 19 médailles. Donc pour une première édition, ce qui est intéressant dans cette édition, c'est vraiment de jeunes athlètes. Voilà, c'est ce qui vraiment nous encourage et nous motive à encore plus d'exploits et travailler encore plus et donner la chance aux jeunes. Et comme chaque, bien sûr, art martial, bien sûr, il y a un maître qui toujours est là pour donner des conseils. Et il y a des échanges très souvent avec l'Algérie et ces pays aussi qui sont originaires dans cette discipline. Tout à fait. En fait, le travail qu'on fait, c'est un travail vraiment à tous les niveaux. Il n'y a pas uniquement un échange, on va dire, pour pouvoir améliorer la technique de cet art martial, mais aussi dans cette fédération, nous travaillons aussi pour pouvoir développer des arbitres qui puissent participer à des événements internationaux. Par exemple, sur cette édition, nous avons nos propres arbitres qui ont arbitré et qui ont vraiment participé à cette édition. Nous avons des arbitres de titres continentaux, africains, et donc nous avons la capacité de pouvoir exporter aussi notre savoir-faire dans cette discipline. Très bien, en tout cas bravo pour vous. Alors quel a été votre ressentiment quand vous avez gagné votre adversaire, par exemple, pour vous, Atman? C'était... Vous y croyez? Oui, bien sûr. Difficile. Oui, c'était vraiment difficile. Dans le cas d'Ali, exactement. Personnellement, c'était vraiment difficile. J'ai gagné avec l'Égyptien. C'est un champion du monde en MMA. Il était vraiment dur. Il était vraiment là, présent. Oui, bien sûr. Mais alhamdoulilah, j'ai fait le nécessaire pour gagner. C'est pour ça qu'on vous a vu sur la photo, bien content d'avoir eu cette médaille avec la rage. Exactement. Alhamdoulilah, j'ai gagné à l'Égyptien, après le Tunisien, après le Tunisien en demi-finale. En finale, j'ai gagné avec le Tunisien
avec chaos. Et pour ça, il faut gérer son stress et surtout une bonne préparation physique. Oui, pour le stress, j'étais vraiment présent grâce à mon coach. Je le salue. C'est Abdelkader. Il était vraiment là avec moi. Il m'a soutenu vraiment. Je le remercie infiniment. Voilà, bravo en tout cas. Merci. Et pour Kautar, ça a été donc dur de remporter cette bataille, comme on va l'appeler, ou ce match. Bon, en première, la médaille, c'est ترجع en premier le coach تاعي. Monsieur Wali Abdelkader. Je le salue. Non. Et les combats, c'est un peu difficile parce que بزاف كيما Tunisie عندهم une université spéciale pour le jiu-jitsu. D'accord. Donc ils sont des champions d'après 2014. Il y a les Marocains aussi, surtout en Iwaza. Il y a les Égyptiens. Ouais. Donc c'est un peu difficile. Et ça ne vous a pas empêché de les gagner. Parce que quand كي ديري في راسك باللي العلم حيطلع تسمعي نشيد الوطني قاعدين يسمعوا له ويقفوا معاه دونك تربحي نورمال. عندك l'énergie. Oui, c'est ça. Plus de force. Oui. Alhamdulillah. En tout cas, bravo à vous. Quelles sont donc les prochaines étapes qui vous restent à franchir Championnat du monde à Abu Dhabi, Inch'Allah, novembre. D'accord. On vous attendra. Inch'Allah, vous reviendrez avec d'autres médailles. Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah. En tout cas, bonne chance à vous. Peut-être un dernier mot. On est arrivé à la fin de l'émission. Mon dernier mot, c'est Alhamdulillah Rabbi. Subhanahu. Mon coach le tani qui donne le sport, mes familles, mes amis. Parce que c'est toujours y a donné un pouce. Sofiane. Bon, je vous remercie infiniment pour l'invitation. Merci. Et tout le staff de Canal Algérie. Je remercie la fédération algérienne. À la tête, c'est Kamel Kessiz, le président et le vice-président. Monsieur Saïd Fassi, je lui dis chapeau. Ce qu'il a fait pour nous en championnat d'Afrique. Toute ma famille, mes parents, surtout mes parents. Voilà, qui sont fiers. Bien sûr, toute la famille Aïssio et la famille Azou. Et toute l'Algérie est fière bien sûr. de votre résultat. Bravo à vous encore une fois et bon courage pour le reste. Votre palmarès, Inch'Allah, et vous reviendrez sur notre plateau. Merci à vous également, Selafer Ben Yahya. Merci pour l'invitation, je vous remercie beaucoup. Et au plaisir donc de vous retrouver avec d'autres athlètes aussi, pourquoi pas. Tout à fait. Voilà, bon courage pour toutes ces disciplines sportives. Eh bien, merci de nous avoir suivis. On est arrivé à la fin, c'est déjà fini. Donc on vous dit merci, bien entendu, de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On vous donne rendez-vous demain à partir de 9h du matin avec Mahrez Rabia, ici à cette même place. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir, bonne journée.